J'ai payé les études de ma fille en travaillant 2 emplois, pour qu'elle me traite de perdant lors d'un dîner de famille. Elle a été choquée lorsque j'ai arrêté de payer son loyer et expliqué à tout le monde pourquoi. Elle ne pouvait plus se permettre son style de vie. Je suis mariée à ma femme Anna depuis 8 ans, et nous avons 2 filles magnifiques, l'aînée, Rachel, et ma plus jeune, Lorraine. Nous vivons ensemble avec ma famille. Quand ma fille cadette, Lorraine, a été acceptée dans l'université de ses rêves, tout le monde dans la famille a agi comme si c'était la plus grande réussite de tous les temps. Ma femme et mes parents étaient remplis de fierté. Lorraine parlait déjà de la carrière qu'elle allait avoir, tandis que je restais dans un coin, silencieux, calculant comment tout cela allait se concrétiser. Ma femme n'avait pas les moyens de payer ses études, tout le monde l'a bien fait comprendre en glissant des allusions dans les conversations. Lorraine est si intelligente, mais les études coûtent tellement cher de nos jours, disait ma femme en me regardant, comme si je ne savais pas déjà où tout cela menait. Je n'avais pas beaucoup de moyens. Je travaillais comme mécanicien et essayais d'économiser pour une maison. Mais Lorraine était ma fille, et je me suis dit, quel mal y a-t-il à aider ? Au début, j'ai contribué à de petites choses, ses manuels scolaires, quelques courses. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Bientôt, je payais son loyer, ses factures, et même ses soirées pour se détendre. Chaque fois qu'elle demandait de l'argent, cela venait avec une excuse, je te rembourserai après mes études ou maman ne peut pas aider pour le moment. Ce qui a aggravé les choses, c'est que ma femme agissait comme si j'étais obligée d'aider. La famille prend soin de la famille, disait-elle, comme si je n'étais pas déjà en train de me tuer au travail pour les soutenir. De plus, je devais aussi m'occuper de mes parents. Lorraine, quant à elle, agissait comme si le monde tournait autour d'elle. Elle postait des photos de dîners chics et de week-end, souriant comme si elle ne vivait pas grâce à mon argent. Je continuais à me dire que c'était temporaire. Une fois qu'elle sera diplômée, tout cela en vaudra la peine, pensais-je. Mais au fond, je commençais à ressentir du ressentiment face au fait que ma vie était en suspens tandis que la sienne avançait à toute vitesse, à mes frais. Je pensais que les choses s'amélioreraient une fois que Lorraine s'habituerait à la vie universitaire. J'imaginais qu'elle réaliserait tout ce que je faisais pour elle et me montrerait de la gratitude. Mais, au contraire, son sentiment d'être en droit de tout obtenir ne faisait que grandir. Le premier signe réel a été ses habitudes de dépenses. Pendant que je sautais des repas et travaillais tard pour payer son loyer, Lorraine affichait sa nouvelle garde-robe sur les réseaux sociaux, des sacs à main de marque, des chaussures à la mode, des dîners élégants, des choses que je ne pourrais jamais m'offrir. Au début, j'ai essayé de rationaliser, peut-être qu'elle avait trouvé un petit boulot, ou peut-être qu'elle exagérait juste pour les apparences. Mais quand je lui ai posé la question, elle m'a répondu d'un ton désinvolte, « Tout le monde à l'école s'habille comme ça. Je ne veux pas avoir l'air de ne pas m'intégrer. » Ce n'était pas seulement son attitude envers l'argent, c'était tout. Elle me traitait comme un distributeur automatique, sans jamais demander comment j'allais ou si j'avais besoin d'aide. Ma femme n'était pas mieux. Chaque fois j'ai essayé de parler de mes difficultés, mais elle m'a culpabilisé pour que je garde le silence. C'est ta fille, disait ma femme. Elle construit son avenir, tu devrais être fier de l'aider. Mais ce n'était pas simplement aider, c'était sacrifier. Mes week-ends étaient partis, mes économies envolées, et cette maison dont j'avais toujours rêvé, oubliez-la. Pendant ce temps, Lorraine ne se donnait même pas la peine d'envoyer un mot de remerciement. Au lieu de cela, elle appelait pour se plaindre de ses professeurs, de sa charge de travail ou de ses colocataires. Jamais une seule fois, elle n'a demandé comment je faisais pour jongler avec 2 emplois juste pour la soutenir. Le ressentiment que j'avais enfoui commençait à remonter à la surface. J'en avais assez d'être traitée comme si ma vie n'avait pas d'importance, tant que la sienne avançait. Le point de rupture est arrivé lorsque Lorraine a mentionné, de façon désinvolte, qu'elle envisageait d'étudier à l'étranger pour un semestre. Elle n'a même pas demandé si je pouvais me le permettre, elle a simplement supposé que je pourrais gérer. Je pense que ce serait une expérience incroyable, a-t-elle dit au téléphone, avec un ton léger et insouciant. Le programme coûte un peu plus cher, mais c'est une opportunité unique dans une vie, non ? Je suis restée là, tenant le téléphone, essayant de digérer ce qu'elle venait de dire. Je pouvais à peine suivre ses dépenses habituelles, et maintenant elle voulait que je paie un semestre à l'étranger. Quand j'en ai parlé à ma femme,
espérant qu'elle reprendrait ses esprits, elle a redoublé. C'est une opportunité incroyable, a-t-elle dit. Tu trouveras une solution, tu le fais toujours. J'étais sidérée. Aucune reconnaissance pour tout le travail que je fournissais, aucun souci pour mon bien-être, juste l'attente que je continue à me sacrifier, parce que, apparemment, c'était mon rôle dans la famille. Dans le même temps, le comportement de Lorraine devenait impossible à ignorer. Elle appelait pour se plaindre des choses les plus triviales, comme le fait que sa colocataire avait emprunté ses chaussures ou que la cafétéria du campus n'avait pas de véritable latte. Elle commençait également à faire des remarques subtiles à mon sujet. Elle riait du fait que je travaillais tout le temps et plaisantait en disant que j'étais mariée à mon travail. Elle ne t'apprécie pas, m'a dit un collègue une nuit, alors que je me plaignais pendant une pause. Tu te plies en quatre, et elle agit comme si tu lui devais tout. Pour la première fois, j'ai commencé à me demander s'ils avaient raison. Le dîner de famille devait être une réunion informelle. Ma femme m'a invitée pour se retrouver, et Lorraine était de retour en ville pour une pause scolaire. Je ne voulais pas y aller, mais je me suis dit que je pouvais tenir quelques heures. Quand je suis arrivée, l'atmosphère était déjà tendue. Ma femme et mes parents fussent autour de Lorraine, lui posant des questions sur ses cours, sa vie sociale et si elle avait encore besoin de quelque chose pour l'école. Je suis resté silencieux, attendant que quelqu'un, n'importe qui, demande comment j'allais. Mais, bien sûr, cela n'est jamais arrivé. À mi-chemin du dîner, Lorraine a commencé à parler à nouveau du programme d'études à l'étranger. Elle s'est étendue sur combien cela serait incroyable et sur le fait que tout le monde qu'elle connaissait le faisait. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit « J'espère que tu es prêt à travailler un peu plus, papa. Ces programmes ne sont pas bon marché. » Je suis restée figée. Je n'arrivais pas à croire qu'elle ait eu l'audace de dire cela devant tout le monde, comme si c'était une affaire réglée. Peut-être que tu devrais trouver un travail à temps partiel, ai-je dit, en essayant de garder un ton léger. Lorraine a ri, moi, un travail à temps partiel ? C'est drôle. Je suis trop occupée avec l'école. C'était la goutte de trop. J'ai posé ma fourchette et les regardé fixement. Tu plaisantes, n'est-ce pas ? Tu penses que je vais continuer à financer ton mode de vie indéfiniment pendant que tu ne fais rien ? La pièce est devenue silencieuse. Ma femme m'a regardé comme si je venais de jurer à table. La mâchoire de Lorraine est tombée, mais elle s'est vite ressaisie. « C'est quoi ton problème ?» a-t-elle répliqué. « Tu as toujours été si amère. Ce n'est pas parce que ta vie ne mène nulle part que tu dois t'en prendre à moi. » Cela m'a frappé comme un coup de poing. Après tout ce que j'avais fait pour elle, sacrifiant mon temps, mon argent, mes rêves, voilà comment elle me voyait, un échec. Ces paroles flottaient dans l'air comme une gifle en pleine figure. Je me suis tournée vers ma femme. Et vous deux, vous ne faites pas mieux. Vous avez encouragé son égoïsme à chaque étape, et j'en ai assez. Je ne paierai plus rien, ni son loyer, ni ses frais de scolarité, rien. Le silence était assourdissant. Le visage de Lorraine est devenu pâle, et pour la première fois, elle avait l'air vraiment choquée. « Tu ne peux pas faire ça, dit-elle, sa voix tremblante. Comment suis-je censée vivre ? Débrouille-toi, ai-je répondu en attrapant ma veste. Je le fais depuis des années, peut-être qu'il est temps pour toi d'apprendre. J'ai quitté ce dîner avec un mélange de colère et de soulagement. Pour la première fois, je m'étais affirmée, mais je savais que les répercussions allaient arriver. Ça n'a pas tardé. Le lendemain matin, mon téléphone a explosé de textos et d'appels. Lorraine a commencé avec des messages passifs-agressifs, « Merci d'avoir gâché le dîner. J'espère que tu te sens bien d'avoir laissé ta propre fille tomber. » Quand je n'ai pas répondu, les tentatives de culpabilisation ont commencé. « Tu vas vraiment m'abandonner comme ça après tout ce que j'ai traversé ? » J'ai ignoré tous les messages. Si elle voulait jouer à la victime, elle pouvait le faire sans moi. Ensuite, mes parents se sont impliqués. Ma femme a appelé en premier, son ton chargé de déception. « Je ne sais pas ce qui te prend », a-t-elle dit. « Lorraine a besoin de ton aide. C'est ta fille. Elle est ma responsabilité financière depuis des années, ai-je répondu. Il est temps qu'elle grandisse et qu'elle s'occupe d'elle-même. Mes parents n'ont pas été meilleurs. Ils sont venus me voir plus tard dans la journée et ont dit « Tu es égoïste, tu la punis sans raison. » Qu'est-ce qu'elle va faire maintenant ?
Trouver un travail, ai-je répondu sèchement. Comme nous tous. Le vrai choc est venu plus tard dans la semaine, quand j'ai reçu un appel du propriétaire de Lorraine. Apparemment, elle lui avait dit que c'était moi qui payais son loyer, et quand le paiement n'a pas été effectué, il est venu directement à moi. Ce n'est plus mon problème, lui ai-je dit. Vous devez lui parler. Cette conversation a dû être un réveil brutal pour Lorraine, car quelques jours plus tard, elle s'est présentée à mon appartement à l'improviste. Elle avait l'air négligée et paniquée, bien loin de la personne confiante et arrogante que j'avais l'habitude de voir. Tu ne peux pas simplement me couper les vivres, dit-elle dès que j'ai ouvert la porte. Si, je peux, ai-je répondu, m'appuyant contre le cadre de la porte. Lorraine se tenait là, balançant d'un pied sur l'autre, comme une enfant prise en flagrant délit de mensonge. Elle n'avait pas l'habitude d'entendre un non de ma part, ni de qui que ce soit d'autre d'ailleurs. Tu ne comprends pas, commença-t-elle, sa voix montant avec désespoir. Si tu ne m'aides pas, je vais perdre mon appartement. Je ne peux pas simplement retourner vivre à la maison, ils n'ont pas de place pour moi. Ce n'est pas mon problème, ai-je dit sèchement. Sa mâchoire tomba. Pas ton problème ? Tu es mon père. Et pendant des années, j'ai été bien plus que cela, ai-je répliqué en avançant. J'ai été ton filet de sécurité, ta banque, ton excuse pour éviter de grandir. Je travaille 2 emplois pour que tu puisses vivre ton rêve, et la seule fois où j'ai demandé du respect, tu m'as traité d'échec. Alors non, Lorraine, ce n'est plus mon problème. Elle cligna des yeux, comme si elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. Je ne voulais pas dire ça comme ça, balbutia-t-elle. J'étais énervée et je ne réfléchissais pas. Tu ne réfléchis jamais, ai-je rétorqué. Tu ne penses jamais à quelqu'un d'autre qu'à toi-même. Tu m'as utilisé, tu as utilisé ma femme et mes parents, et maintenant tu paniques parce que tu dois enfin faire face aux conséquences. Elle se mit alors à pleurer, de gros sanglots dramatiques qui auraient pu fonctionner avec quelqu'un d'autre, mais je n'étais plus dupe. Tu ne vas pas me culpabiliser pour que je change d'avis, ai-je dit. Tu dois te débrouiller toute seule. Trouve un travail, fais un budget, fais ce qu'il faut, mais laisse-moi en dehors de tout ça. Elle n'a pas aimé cette réponse. Tu es cruelle, répliqua-t-elle en essuyant ses larmes. Tu es censé aider la famille, c'est ce que fait la famille. Non, ai-je répondu, ma voix ferme. La famille se soutient mutuellement. Elle ne profite pas les uns des autres en appelant ça de l'amour. Et tant que tu ne comprendras pas ça, ne reviens pas ici. Je refermai la porte, coupant court à l'excuse qu'elle s'apprêtait à faire. Pour la première fois, je me sentais à nouveau maître de ma vie, j'ai répondu après que ma femme se soit présentée à ma porte. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé jusqu'où toute cette situation était allée. Ce n'était plus seulement la prétention de Lorraine, c'était toute la famille qui l'encourageait, traitant ses problèmes comme s'ils étaient les miens à résoudre. Il ne s'arrêtait pas là. Ma femme a commencé à propager l'idée que j'avais échoué à soutenir Lorraine et à remplir mon rôle dans la famille. J'ai entendu parler de cousins et de proches que je n'avais pas contactés depuis des années, qui soudainement envoyaient des messages comme « Ce n'est pas juste de la laisser dans cette situation où la famille passe avant tout ». Mais au fil des jours, la façade de contrôle de Lorraine a commencé à se fissurer. J'ai appris par Rachel qu'elle était retournée vivre chez mes parents et chez sa mère après avoir été expulsée de son appartement. Bien sûr, cela ne lui suffisait pas. Elle avait clairement indiqué qu'elle s'attendait à être choyée là-bas aussi. Rachel m'a dit qu'elle avait surpris Lorraine en train de se plaindre de la nourriture à la maison, elle est furieuse que sa mère ne lui prépare pas de vrais repas, disait-elle en riant. Elle a même plaisanté en disant qu'il devrait engager quelqu'un pour s'occuper d'elle, puisque je n'étais plus là pour le faire. Entendre cela n'a fait que renforcer ma décision de couper les ponts. Si ma femme voulait continuer à encourager son comportement, c'était leur choix. Mais je n'allais plus me brûler à la tâche pour quelqu'un qui ne pouvait même pas faire preuve de gratitude. La descente aux enfers de Lorraine a continué. Elle est retournée vivre avec ma femme, qui la traitait comme une enfant sans défense. Elle répondait à tous ses caprices, utilisant les maigres économies qu'elles avaient pour financer son style de vie. Pendant ce temps, Lorraine redoublait d'efforts pour me blâmer pour sa situation, agissant comme si j'avais commis un crime en la coupant financièrement. Rachel m'a raconté que Lorraine continuait à répandre des mensonges à mon sujet,
disant à quiconque voulait l'entendre que je l'avais abandonnée dans une période difficile. Évidemment, elle omettait de mentionner qu'elle avait profité de moi pendant des années tout en exhibant son privilège comme si c'était un droit de naissance. Mais sa chute n'était pas seulement financière, elle était aussi sociale. Les nouvelles de son escroquerie sur une page de financement participatif se sont répandues, et les mêmes amis qui l'accompagnaient autrefois à des dîners luxueux évitaient maintenant ses appels. Sans moi pour régler les factures, elle n'avait plus rien à leur offrir. Le point de rupture est arrivé quand ma femme m'a appelé, paniquée. Apparemment, Lorraine avait accumulé des dettes sur une carte de crédit à leur nom, atteignant la limite pour financer une virée shopping. Elle m'a supplié de l'aider, affirmant qu'elle ne pouvait pas rembourser seule. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Après tout ce qu'elle avait fait pour défendre Lorraine, pour encourager son comportement et pour me dénigrer, elle avait maintenant l'audace de revenir vers moi. C'est votre problème à résoudre, lui ai-je répondu fermement. Vous avez choisi de la soutenir, vous avez choisi d'ignorer son comportement, et maintenant vous faites face aux conséquences. Pour une fois, elle n'a pas argumenté. Peut-être qu'elle avait enfin compris que je ne viendrais pas les sauver comme je l'avais fait tant de fois auparavant. Ce fut la dernière fois que j'ai eu des nouvelles d'elle. J'ai continué ma vie, me concentrant sur la construction de mon avenir sans leur drame constant pour m'alourdir. Il m'a fallu des années pour réparer les dégâts qu'elles avaient causés, mais j'en suis sorti plus fort. Quant à Lorraine, la dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, elle vivait toujours chez mes parents et sa mère, coincée dans le même cycle de prétentions et d'excuses. Une partie de moi ressentait de la peine pour eux, enfermés dans leur égoïsme. Mais surtout, je me sentais soulagée. Elles avaient fait leur lit, et maintenant, elles devaient s'y coucher.